étudiantes, chers étudiants, je vais essayer d'être aussi sobre que vous serez éloquent. 7 merci et 7 membres du jury. Le premier merci, c'est pour les hiboux de Saint-Denis qui sont descendus en nombre au tampon, qui ont l'air d'être remontés comme des coucous. Le deuxième merci, il est pour les renards du tampon qui nous accueillent aujourd'hui et qui ont organisé de main de maître cet événement et peut-être encore plus le gala qui suivra ensuite. Troisième merci, il est pour le comité d'organisation du tampon qui s'est chargé du gala et qui a vraiment fait un travail exemplaire, énorme, d'autonomie, de responsabilité, bref, un très beau travail de la part du comité d'organisation. Le quatrième merci, il est pour notre premier sponsor, pour notre premier partenaire, qui est l'Ordre des avocats de Saint-Pierre. Le sixième merci, il est pour notre deuxième partenaire, l'Ordre des avocats du barreau de Saint-Denis. Le septième, je suis trompé dans le décompte. Je suis passé de 4 à 5. Alors disons que le quatrième merci, qui est devenu le sixième, il est pour nos plaideurs qui, après les examens, ont travaillé d'arrache-pied pour présenter ces plaidoiries, et pour leurs coachs qui les ont aidés et qui eux aussi font un travail remarquable. Le dernier merci, qui est cette fois le septième, en tout cas si je ne me suis pas trompé dans le calcul, il est pour la région, notre principal partenaire depuis 3 ans pour organiser cet événement. Merci beaucoup à la région et je vais céder la parole, sous vos applaudissements, à Madame Coipel-Sauret, qui est vice-présidente de la région, qui donc représente aujourd'hui la région. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis une fois de plus ravie d'être avec vous. J'étais là la première fois au tampon, j'étais également à Saint-Denis et je suis de nouveau au tampon. Et je tenais tout d'abord à excuser Didier Robert, le président de la région, qui est retenu par de nombreux engagements, qui malheureusement ne pourra pas être parmi nous. Mais vous savez à quel point pour lui, la jeunesse et la formation de la jeunesse est un enjeu essentiel de la région. D'ailleurs, en faisant de 2014 l'année de la jeunesse, vous constaterez que la région porte une attention toute particulière à cette jeunesse réunionnaise qui est la force vive d'aujourd'hui et de demain. Alors soutenir la diagonale des juristes était pour nous une évidence. Effectivement, 2012, 2013, aujourd'hui 2014, et je pense que cet événement s'inscrit parfaitement dans le paysage réunionnais. Et nous ne douterons pas que les prochaines éditions auront également autant de succès, mais elles seront de toute façon soutenues également par la collectivité régionale que je représente. Merci à M. Mathieu Mézonnet, merci à l'université, merci à la faculté de droit qui ont su créer justement cet événement de qualité, et merci aussi aux prestigieux invités qui se sont depuis 3 ans succédés, et aujourd'hui particulièrement le président du jury, Philippe Bilger, qui est magistrat honoraire à la Cour d'assises de Paris. Petite remarque néanmoins, pour la féministe que je suis, c'est que je constate que le jury est loin d'être paritaire. Je pense que si vous voulez vraiment que la région continue à vous soutenir, il serait souhaitable d'ouvrir votre jury et de le rendre plus paritaire, ce qui serait normal, me semble-t-il. Pas moins vrai que le jury est un jury de grande qualité et qu'il saura,
j'en suis certaine, faire preuve d'objectivité et de pragmatisme. Un mot juste pour terminer sur les enjeux. C'est un propos un petit peu plus grave, mais je crois que c'est indispensable de le rappeler, parce qu'à l'heure où nos institutions font l'objet de critiques, où notre pays traverse une crise morale et sociale, je pense qu'il est fondamental de préserver la règle de droit. Le droit est l'expression de la démocratie et non le vassal du gouvernement. Et plus que jamais, l'indépendance, l'impartialité de la justice doivent être garanties. Demain, vous serez les renards et les hiboux, les vigiles de ce bon exercice, et c'est la raison pour laquelle, que vous soyez avocat, que vous soyez magistrat, ou que vous soyez d'ailleurs appelé à de grandes fonctions auprès du gouvernement, vous serez de toute façon participatifs, vous serez des participants pour élaborer cette règle de droit, la protéger et en être le garant. Alors aujourd'hui, vous allez nous faire rire, parce que tous les ans, vous nous faites rire. Aujourd'hui, vous allez nous faire rêver. Et aujourd'hui, de toute façon, vous allez montrer votre talent, vous allez montrer votre enthousiasme. Et nous savons qu'il n'y aura que des gagnants. Il n'y aura pas de perdants, il n'y aura que des gagnants. C'est ça la Réunion qui avance. Merci. Sept merci et 7 membres du jury à qui j'adresse un 8e merci. De gauche à droite. Maître Nassar, qui représente le bâtonnier de Saint-Pierre. Maître Robert Chicot, ancien bâtonnier de l'ordre de Saint-Denis. Qui découvre cette diagonale, mais qui en connaît bien l'autre diagonale. Le doyen Pascal Puy, que je ne présente plus. Monsieur Christian Lambert, qui est président du tribunal administratif de Saint-Denis. Et monsieur Pierre Morel, président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre. J'ai gardé le meilleur pour la fin, non pas moi, mais M. Philippe Villers, président de l'Institut de la Parole, à qui je cède la parole et qui va la garder jusqu'à la fin de ce concours, qu'il présidera. Au fond, en écoutant tout à l'heure les joutes très passionnantes et apparemment colériques entre les hiboux et les renards, je n'avais pas l'impression de me trouver à La Réunion, mais d'assister à ce formidable dialogue qu'on trouve dans Roméo et Juliette, où les deux familles s'invectivent avec un talent dont vous n'étiez pas totalement éloigné. Au fond, je sais que j'ai droit, grâce à Mathieu, à 20 minutes et je vais les respecter tellement je crains de m'ennuyer quand les discours sont trop longs et je ne vous dirai pas pour commencer, je ne serai pas long parce qu'en général, c'est la meilleure manière d'être épouvantablement ennuyeux. Je sais que mes oreilles ont teinté, je sais que je remplace quelqu'un au pied, à l'esprit levé, j'espère, quelqu'un qui vous aurait fait gagner énormément sur le plan esthétique. Mais j'espère ne pas trop démériter sur le plan intellectuel. Au fond, c'est un grand bonheur, c'est un grand honneur pour moi d'être devant une assemblée comme la vôtre, pas seulement parce que vous êtes composé de jeunes gens. Je n'ai jamais considéré que la jeunesse était en soi une qualité. Rappelez-vous ce que disait Goethe, si la jeunesse est un défaut, on s'en corrige vite. Mais au fond, la jeunesse ne devient véritablement une qualité que lorsqu'elle démontre son intelligence, son énergie, son aptitude à la parole et à l'avenir. Et bien sûr, tout à l'heure, je suis persuadé que le jury entendra des discours et des interventions très remarquables. Mais puis-je une seconde vous dire que depuis 3 ans, ayant quitté la magistrature avec
sans regret, mais sans acrimonie non plus, heureux d'avoir eu ce parcours et d'avoir tenté toujours de dire autant que je pouvais la vérité pour dénoncer ce que la magistrature avait de désagréable, voire de destructeur, et ce qu'elle avait de grand. Eh bien, j'ai créé cet Institut de la parole et je devine dans vos visages intelligents, c'est une manière de se conseiller l'auditoire en disant ça, eh bien, je devine que vous vous interrogez peut-être en vous demandant mais pourquoi Bilger n'est pas devenu avocat? Eh bien, ça n'est pas parce que j'aurais une sorte d'hostilité systématique à l'encontre du barreau, bien au contraire, mais pour ma part, il y a une double raison qui m'a détourné du barreau. D'abord parce que je crains qu'une certaine liberté intellectuelle existentielle m'ait permis de donner trop facilement libre cours à mes défauts. C'est-à-dire que j'aurais peut-être fait de la liberté de l'anarchie et j'aurais peut-être fait d'une forme de politesse discutable une vulgarité, une grossièreté. Au fond, j'avais peut-être besoin, non pas d'un métier qui permet tout, mais d'une activité qui me limite encore un petit peu, comme la magistrature l'a fait, par une ascèse que j'ai tenté d'adapter à ce que j'étais. Le deuxième élément, il est le plus sérieux et j'aimerais tout à l'heure avoir votre avis là-dessus. Je ne pourrais pas devenir avocat en dépit de l'admiration que j'ai pour certaines grandes paroles d'avocats, parce que, tout simplement, en matière pénale, j'ai besoin d'une adhésion forte à la vérité. Au fond, quand on me demande d'intervenir, de dire ce que je pense d'un thème ou d'un sujet, je le fais, j'essaye de le faire spontanément, librement, en donnant un point de vue, en ne me créant pas des barrières artificielles. Et au fond, j'ai parfois eu l'impression que l'avocat était choisi par une cause et que donc il soutenait forcément un point de vue qu'il ne partageait pas nécessairement. C'est ce rapport à la vérité qui m'a troublé et qui fait que tout naturellement, après avoir quitté la magistrature, j'ai continué à manifester une affection pour le barreau, puisque présider l'Institut de la parole, c'est d'une certaine manière reconnaître un bien qui nous est commun à la magistrature et au barreau, et j'essaye très modestement de l'enseigner à partir de la bagatelle de 20 ans et plus de cours d'assises où j'ai découvert le bonheur d'entendre de très grandes voix. Mais si je ne suis pas devenu avocat, j'ai tout de même, au fond, au fil du temps, tenté de théoriser ce qui peut faire un grand avocat, et il est évident que tous, vous aurez des destins exceptionnels. En tout cas, il faut en être persuadé pour les avoir, mais cela ne veut pas dire qu'il faut tomber dans une vanité anticipée ou dans un narcissisme prématuré. Je veux dire par là que le barreau, l'avocat, sont de merveilleuses et magnifiques fonctions, mais qui ne créent pas par elles-mêmes la qualité, le talent, la vertu. Ne croyez pas que, comme j'ai tellement entendu d'avocats qui se prenaient pour des institutions, que vous serez remarquable par définition, tout simplement parce que vous deviendrez avocat. L'avocat ne devient remarquable que lorsqu'il le démontre à l'audience, dans sa pratique professionnelle, ou je dirais presque dans son exercice vital. Pour ma part, il n'y a pas de grand avocat possible qui ne soit pas un grand homme, et vous savez, grand homme inclut aussi les femmes quand on sait parler français. Eh bien, il me semble que le grand avocat, c'est à la fois une technique irréprochable, qui s'apprend peu à peu, et c'est aussi fondamentalement l'exigence d'une morale forte. Alors, une fois que vous aurez admis cela, que vous aurez compris que plus un avocat est remarquable, plus il est modeste, et plus il est insuffisant, plus il est suffisant, et j'en connais certains, je pourrais vous donner des noms, eh bien, on pourrait s'attacher ensemble à
dénombrer ce qui me semble les qualités fondamentales de l'homme de parole, qu'il soit magistrat, avocat, homme politique, grand patron. Les vertus, les exigences sont les mêmes pour qu'il y ait une parole authentique, convaincante et déterminante. Comprenez bien que si j'évoque la parole, ça n'est pas pour à tout prix la distinguer de l'éloquence. Mais l'éloquence, il faut la considérer avec réserve, avec réticence, avec retenue. J'ai tellement entendu au cours de ma carrière de discours prétendument ou réellement éloquents, et vous-même vous en entendez tellement dans l'aéropage politique ou ailleurs, des discours qui veulent éloquents. D'abord, l'éloquence, pour moi, n'est trop souvent une manière de dissimuler sa pensée au lieu de la révéler. Et l'éloquence vraie, donc la parole authentique, elles n'ont de sens qu'à partir du moment où elles servent à faire surgir de vous-même, de vos profondeurs, de votre intimité, la réalité, l'identité de ce que vous êtes. Contrairement à ce qu'on enseigne, il faut mettre absolument ce qu'on est dans ce qu'on dit et pas mettre un barrage, une cloison étanche entre l'être, la personne et sa parole. La parole qui va surgir de vous n'aura de sens, de force et de vigueur que parce qu'elle émanera d'une personnalité forte, vigoureuse et respectable. Autrement dit, ayez toujours cela dans la tête et dans le cœur. Vous ne pourrez jamais faire l'économie de vous-même au moment même où vous vous apprêterez à parler à l'audience dans n'importe quel cadre, dans l'univers familial ou ailleurs. En politique, si vous décidez de préparer une relève dont la France aurait bien besoin, il faudra toujours que vous songiez à faire de vous quelqu'un qu'on respecte, qui s'affirme pour que votre parole soit écoutée. Autrement dit, à partir de cela, eh bien, vous aurez aussi à deviner quelles sont les qualités fondamentales qui donneront à votre discours sa force et sa vigueur. Bien sûr, et ça n'est pas évident, même si il convient pour le jury et pour vous-même de présumer une intelligence qui probablement vous habite, la grande plaidoirie, la vraie parole, celle qui surprend, celle qui émeut, celle qui trouble, celle qui convainc et celle qui contredit. La grande parole n'est pas faite pour apaiser, elle est faite souvent pour bouleverser, pour bousculer. Elle est faite pour s'engager dans ce très étroit sentier entre la pensée convenue et le paradoxe stupide. Il faudra d'abord que vous soyez extrêmement intelligent. La parole n'a de sens d'abord que par la validité, la fiabilité, la densité de son contenu. Et on ne devient pas intelligent comme ça par un coup de hasard, un effet miraculeux de la réunion. On devient intelligent à partir du moment où on a déjà une base satisfaisante, en devenant un homme et une femme qui s'est empli de culture générale et de culture du quotidien. Nous le verrons tout à l'heure. Il n'y a pas de possibilité de parole vraie et remarquable si elle n'est pas portée par une culture remarquable qui ne consiste pas, à mon avis, et pardon, ce sera ma seule allusion à l'univers partisan, la parole, ça n'est pas forcément, comme le fait Christiane Taubira, de citer un poème par phrase. Il faut accepter tout de même de compter sur soi pour faire un discours. Et donc, on ne peut pas toujours compter sur les autres pour remplir une substance qui dépend de vous. Mais la culture est fondamentale. Le deuxième élément, il est très fort. C'est ce qui nous réunit probablement grâce à Mathieu, c'est la liberté d'expression. Elle vous paraît aller de soi pour un avocat, mais elle ne va jamais de soi. Parce qu'en réalité, vous vous trouverez demain dans des enceintes, devant des tribunaux, devant des cours d'appel, peut-être devant des présidents de cours d'assises, ou probablement par une sorte de timidité, de réserve, de délicatesse, d'urbanité judiciaire, vous n'oserez pas tout dire.
et vous vous défendrez à ce moment-là d'aller au bout de votre pensée, et alors qu'il le faudra. La liberté d'expression, c'est cette capacité d'aller au bout d'une pensée, même si elle risque par certains côtés d'entraîner à votre détriment une sorte de déplaisir, mais il faut que le lendemain, vous puissiez vous regarder devant une classe non plus judiciaire, mais humaine. Troisième élément qui est capital, parce que j'ose dire sans vanité que je n'ai cessé de le cultiver, c'est le talent de savoir penser contre soi. Lorsque vous, tout à l'heure, vous lèverez pour vos discours, lorsque demain vous en tiendrez, lorsque vous plaiderez, lorsque peut-être, on ne sait jamais, certains de vous feront peut-être l'autre choix qui est celui de la magistrature, lorsque vous vous lèverez pour requérir, eh bien, lorsque vous aurez à aborder la plénitude d'une situation humaine et judiciaire, le destin d'une famille brisée, l'avenir d'un accusé qui en mérite encore un, l'intérêt social bousculé, eh bien, vous devrez être capable d'appréhender toutes les facettes de ce que vous aurez à dire. Autrement dit, ça veut dire qu'à un certain moment, dans votre flux de vie, dans votre coulée d'existence, qu'est toute véritable parole, vous devrez aborder, fût-ce pour la contredire, la part de l'adversaire. Il faudra que vous ayez la gentillesse, la politesse, à l'égard de l'autre et à l'égard de vous-même, de jeter un regard, un instant, sur ce qui pourrait être l'opinion opposée. Parce que, bien sûr, vous savez pertinemment que l'idée pourrait se définir par le simple fait que probablement une idée n'existe que pour être contredite ou validée. Mais je dirais presque, et sans masochisme, qu'une idée, c'est d'abord ce qu'on peut, ce qu'on a le droit de contredire. Donc pensez contre vous-même, ne pas vous enfermer dans cette petite autarcie qui conduit certains à se prendre pour des petites institutions. Ayez toujours conscience de vous-même, mais ne vous prenez jamais pour plus important que les services que vous allez rendre. Ne croyez pas, si vous devenez des avocats demain, que parce que vous avez eu un succès ou deux, et que peut-être vous deviendrez, qui sait, un acquittateur du pauvre, que vous serez forcément quelqu'un de remarquable. Ayez toujours cette conscience qui est fondamentale, que vous êtes au service de quelque chose qui vous dépasse, et que de toute manière, aussi brillant que vous soyez, eh bien, vous serez toujours infirme par rapport à vos rêves, et en tout cas, très en retard par rapport à l'exigence du service public ou de la mission que vous aurez. Au fond, vous voyez, j'en ai presque terminé, ça fait 10 minutes, un quart d'heure, j'ai encore quelques mots à vous dire. Au fond, je me suis demandé pourquoi j'avais toujours eu mes amitiés judiciaires davantage au barreau que dans la magistrature. J'ai connu de grands magistrats et j'ai toujours considéré que la magistrature était un grand métier parce que, en matière pénale, si je peux me permettre de reprendre ce que disait Simon du commissaire Maigret, elle avait pour tâche de raccommoder les destinées humaines. Au fond, le grand magistrat, c'est celui qui, dans le trouble d'une vie, dans le chaos d'une existence, quel que soit le registre juridique, vient remettre de l'ordre, de la cohérence, va mettre un peu de jour dans la nuit et vient mettre un peu d'espoir dans l'obscurité. Alors, pardon d'avoir fait référence à un métier que probablement vous n'allez pas choisir, mais au moment décisif, quand vous serez sur la route de votre futur, au moins faites-moi la grâce, dans l'arbitrage que vous opérerez, de mettre un tout petit bout de magistrature sur un plateau de la balance, même si vous mettez le barreau en très gros, en très grand, sur l'autre plateau. N'oubliez pas de toute manière que pour être un avocat brillant, et ça n'a pas de sens de vouloir le devenir,
Si on ne se fixe pas cette ambition, il y faudra d'immenses qualités et bien sûr, je vous souhaite de les avoir. Alors, vous voyez, je suis à La Réunion, j'ai fait un merveilleux vol, je suis dans un hôtel sublime, il y a du soleil, je découvre une sorte d'annexe merveilleuse, un mélange britannique et printanier et champêtre, des étudiants exceptionnels, d'un enthousiasme que j'ai rarement entendu, j'espère qu'ils seront aussi étincelants tout à l'heure, et au fond, j'ai envie de vous dire, puisque malheureusement je ne vous offre pas le paysage esthétique que vous auriez mérité, et que peut-être vous aurez la gentillesse de me dire que je n'ai pas trop démérité sur le plan intellectuel, je voudrais vous dire, par un calembour dont je discute la qualité, entendons-nous, mais je vous vois et je nous vois, j'ai vraiment envie de vous dire qu'en quelques heures, grâce à cette amitié autour de moi, cette complicité, cette intuition d'une réunion extraordinaire, j'ai vraiment envie de vous dire, et je suis sincère comme toujours, et je vous le dis, vraiment, la réunion fait la force.